Pour plus de vidéos replay, abonnez-vous sur la chaîne YouTube TFM. Appuyez sur la cloche pour avoir des notifications. A pris la décision d'imposer la réduction du nombre d'agents dans les bureaux et l'enseignement à distance. Nous irons à Malicounda dans ce 20h au lendemain de la lettre de Diarisso adressée à Serine Baïtiam. La famille dit avoir des nouvelles qu'à travers la presse, la maman de l'étudiante n'était pas à la maison. Et puis, les producteurs de carottes de Fastboy enragent contre la concurrence de la carotte importée, des tonnes de leur production pourrissent dans les champs faute de mévente. Ils pointent du doigt l'agence de régulation des marchés. Voilà le sommaire de ce 20h, tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Tout d'abord, Serigne Atoudiagne a été inhumé cet après-midi au cimetière de Barkia. La prière mortuaire a été effectuée au quartier général des Hizb ut-Tarqiyyah. C'était en présence du Khalif général des Mourides. Le ministre des Affaires étrangères qui met en garde les voyagistes qui encaissent déjà l'argent pour un hypothétique pèlerinage à la Mecque. Maître Aïssata Tall Sall qui rencontrait des voyagistes privés a posé sur la table également la problématique du vaccin de la Covid-19. Compte rendu signé Fatou Bintou Conté et Ahmadou Ba. D'emblée, le ministre des Affaires étrangères se veut clair. Rien n'est encore sûr que le pèlerinage à la Mecque pour cette année 2021 aura lieu. Une question, il faut savoir que nous n'avons pas encore, au moment où nous parlons, la confirmation que le Hajj aura bien lieu. Nous avons bon espoir, mais nous n'avons pas la confirmation à cause de la Covid-19. Mais le président a demandé que si le Hajj a lieu, que nous ne soyons pas surpris. Donc, les voyagistes privés mettent en garde ceux qui sont entrés d'encaisser l'argent des pèlerins. Et cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui, que le pèlerinage aura lieu. Il faut que ça soit très clair pour éviter aussi qu'il y a des gens qui ne font pas partie de nous. Et même il y a des gens qui font partie de nous. L'année dernière, il y a des gens qui ont déjà pris l'argent des pèlerins et encaissé. Et actuellement, ça ne veut pas dire aujourd'hui qu'on peut commencer à encaisser de l'argent des pèlerins. Maître Aïssata Tall Sall a tenu à rencontrer les voyagistes privés au cas où et la question du vaccin contre la Covid-19 a été soulevée. Échanger sur des questions approfondies avec les voyagistes. Une des questions, je peux vous le dire, c'est autour du vaccin. Si le Sénégal a 3 types de vaccins qui ne sont pas ceux qui sont préconisés par le Royaume d'Arabie Saoudite, qu'allons-nous faire? Donc dès à présent, poser ces préalables-là, essayer de les régler à un niveau diplomatique entre État et État pour voir comment aplanir les difficultés à venir dans ce contexte particulier de Covid. Elle tient aussi à ce que les agences de voyage privées soient rationalisées parce que jugées trop pléthoriques. Bien évidemment, la rationalisation du milieu des voyagistes, on ne peut pas, dans un pays comme le Sénégal, où il y a un nombre certes important, mais pas trop par rapport à d'autres pays comme le Nigeria ou comme d'autres pays beaucoup plus peuplés que nous, avoir 300 voyagistes dans le pays et éviter ce que nous avons connu par le passé, où des voyagistes sans garantie ont encaissé des billets d'avion et de séjour et n'ont pas pu amener les pèlerins, les candidats au pèlerinage. Un cahier des charges d'ailleurs plus revisité sera mis à la disposition du chef de l'État pour validation pour qu'enfin le Hajj au Sénégal se passe sans anicroche désormais. Fatou Bintou Conté, direction l'université Gaston Berger de Saint-Louis à présent où 6 UFR ont été touchés par la Covid-19. Le recteur a pris la décision d'imposer le télétravail, la réduction du nombre d'agents dans les bureaux et l'enseignement à distance. Et sur certains points, la coordination des étudiants approuve, mais pour l'enseignement à distance, ils ont quand même des inquiétudes. Ousseynou Diop, Habib Seck. L'université Gaston Berger de Saint-Louis a annoncé officiellement ses premiers cas de coronavirus enregistrés dans 6 UFR. Selon le recteur de l'UGB, des enseignants, étudiants et personnels administratifs, techniques et services ont été testés positifs et pris en charge. On avait 6 UFR, en tout cas, qui sont touchés à l'UGB, et parmi lesquels il y a des enseignants, il y a des étudiants, il y a des personnels administratifs. Il faut dire d'ailleurs que l'essentiel de ces cas sont des cas déclarés guéris.
Mais comme nous sommes dans la prévention aussi, nous sommes obligés de prendre cette note-là pour en tout cas encore attirer l'attention de tout ce qui se trouve dans l'espace de l'université. Pour protéger l'administration, les enseignants et les étudiants de l'université de Sannar, le recteur a pris plusieurs mesures. Désormais, les cours seront... Puis pour le point Covid du jour, le Sénégal qui déplore 9 décès donc liés à la Covid-19, 561 au total. Sur 2270 tests réalisés, 300 sont revenus positifs, 126 cas contacts et 174 cas issus de la transmission communautaire. 43 cas graves sont pris actuellement en charge en réanimation et 173 malades ont été déclarés guéris. L'Association sénégalaise des médecins urgentistes qui avoue sentir beaucoup de pression face à la montée en puissance de la pandémie au Sénégal, ce qui ne s'arrange pas avec l'augmentation des cas graves. La chargée de communication Khadija Sall, on parle au micro d'Abdoulaye Diop. Les cas graves augmentent, ça nous met la pression, nous, médecins urgentistes, parce qu'un cas grave demande plus de moyens, demande plus de mobilisation de moyens et de ressources et demande une prise en charge immédiate et complète. Donc ça nous met la pression, effectivement, parce que ça augmente la charge de travail, ça augmente les difficultés. Non, la prise en charge des malades, elle reste toujours celle instaurée et qui marche bien pour le moment. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas se retrouver, on ne peut pas se permettre de se retrouver avec une situation où on n'aura que plein de cas graves qu'on ne pourra pas tous gérer. C'est ça surtout la crainte. Par contre, la prise en charge, elle est bien. Un cas grave, il y a un protocole de suivi, on appelle le 15-15. Quand il y a une détresse respiratoire qui s'annonce, le 15-15 va venir, va faire lui-même les tests si ça n'a pas été encore fait. Si le malade ne vient pas, je parle d'un malade qui est dehors, à domicile. Si c'est un malade qui est dans une structure hospitalière aussi, c'est le médecin chargé de la prise en charge qui va faire cet appel et suivre la procédure habituelle que le SAMU va suivre, chercher une place en niveau un peu plus élevé ou en réanimation, dépendamment de ce que le malade présente. Plus des malades guéris du coronavirus qui se lancent dans la sensibilisation sur cette maladie qui gagne du terrain en nouvel élan, qui peut porter ses fruits selon DG Diouf que nous avons rencontré ce matin. Ce guéri de la Covid cible des étudiants, les chauffeurs et apprentis, entre autres. Je vous propose de suivre ce reportage signé Maïmouna Ndiaye et Diafaraba. Le coronavirus lui laisse des souvenirs, car il avait chopé le virus en pleine campagne de sensibilisation aux Parcelles Assainies. C'était au mois de juin 2020. Un exemple type pour attirer l'attention des populations sur l'existence de cette maladie. Je faisais beaucoup de sensibilisation, je faisais des vidéos, après il fallait descendre sur le terrain. Et donc c'est sur le terrain que ça m'est arrivé. Parce qu'il arrivait que parfois tu étais fatigué, parfois tu ne supportes pas trop certains masques. Donc il y a quelques négligences qui peuvent arriver. Et voilà, c'est passé par là. J'étais un cas communautaire et j'étais un cas asymptomatique. Parce que j'avais ni chaleur, j'avais ni température, j'avais ni courbature, j'avais juste des courbatures au dos. Donc c'est quand je suis sorti que j'ai engagé le combat contre la stigmatisation qui était un drame social. Dans cette lutte contre la Covid-19, on note l'engagement de la jeunesse dans la sensibilisation. Parmi leurs cibles, les étudiants et les acteurs du transport. Ici, nous sommes avec les cars. Donc dans les cars, vous voyez la promiscuité qui y est. Donc ce n'est pas possible. La transmission se fait plus facilement. Voilà pourquoi les cas communautaires se multiplient. Et les gens ne respectent pas, ne portent pas correctement leur masque. Donc quand on ne porte pas correctement ses masques, ça pose problème. Quand on ne se lave pas correctement les mains, ça pose problème. Ce mouvement de jeunes plaide également pour une synergie d'action dans les différents ministères. Avec cette stratégie, nous pensons que si les autres ministères étaient vraiment solidaires, n'est-ce pas, on aurait carrément éradiquer le Covid parce le but était presque atteint. Ils sont à leur 3e édition, un combat qu'ils comptent poursuivre dans toutes les localités du pays pour inciter les populations à s'engager dans le combat. Objectif, casser la chaîne de transmission de la Covid-19. Commerçants du marché central de Kaolack pendant ce temps sensibilisent également au niveau des marchés et autres lieux de commerce autour du respect des gestes barrières. Ils militent pour le respect du port systématique du masque et demandent aux clients de s'y conformer. C'est ce que nous allons voir dans cette correspondance signée Ibrahima Diamé et Fally Gueye.
Ils ont voulu faire preuve de responsabilité et de maturité avant que le gouverneur de région ne prenne des mesures de révision des heures d'ouverture et de fermeture du marché central. Du moins, les commerçants membres de l'association régionale des commerçants et industriels du Sénégal se sont mobilisés pour organiser une caravane de sensibilisation qui les a conduits au niveau des principaux marchés et chez les chefs religieux. Aujourd'hui, tout le monde est conscient de la présence de cette pandémie, surtout ici à Kaolack. Donc aujourd'hui, nous nous sommes levés pour montrer aux autorités étatiques que le combat contre cette pandémie de Covid-19 est un problème de tout le monde. Donc les commerçants, à leur part, aujourd'hui nous nous sommes levés pour sensibiliser les commerçants comme nous. Les commerçants d'abord, nous allons sensibiliser tous les commerçants. Nous allons leur faire respecter les mesures barrières, porter les masques et tout ça. Ces commerçants qui militent pour le respect systématique des mesures barrières invitent les clients à se conformer avec un port obligatoire du masque, condition sine qua non pour accéder au marché. Les clients qui viennent souvent au marché, on va les sensibiliser avant de venir au marché. Avant de quitter chez toi, il faut d'abord porter le masque. Il faut aussi respecter le masque une fois sorti dans le marché, sur la route. waaye nañ bàyyi xel na marché bi dafa bëri ay services yoo xam ne mu ngi dend ak ñoom services yooyu yëpp boo ci dugg dañ naan la boo takkoon masque doo dugg kon ñun it nañ fexe ba client bi dugg suñu place mu takkoon masque bu mu dugg wa ilaa man ne beneen solution am na ci mooy nañ fexe ba commerçant bi teg ko paquet de masque ku ñëw mu may la benn nga doo ko dugg. Lors de la première vague, quand les cas se sont intensifiés, le gouverneur avait pris un arrêté fermant le marché central à 14h et récemment il a averti et n'écarte pas, dit-il, de remercier ça si toutefois les commerçants ne changent pas de comportement dans ce contexte où la deuxième vague fait rage dans la région. Et puis nouvellement nommé à la tête de l'hôpital Youssou Mbargane Diop de Rufisque, Mamadou Ndiaye dresse sa feuille de route. Le remplaçant de Cheikh Mbaye Seck ne veut pas perdre de temps car tout est prioritaire selon lui. Je vous propose de l'écouter des propos recueillis par Abdou Diouf Diagne. Mais ici, aujourd'hui, la maternité fonctionne très bien. Il y a assez de gynéco. La pédiatrie fonctionne très bien. Tout ce qui reste, c'est réhabiliter les locaux, faire de l'extension, augmenter la capacité d'accueil. C'est-à-dire mettre aussi les médecins, les infirmiers, les techniciens dans de meilleures conditions de travail. Tout ça au profit des populations. C'est ça. Nous, ce que nous voulons, c'est que les populations de Rufisque sachent que l'hôpital, c'est leur hôpital, qu'ils viennent se soigner, qu'ils aient confiance en cet hôpital. Que nous allons développer. On va développer cet hôpital. On n'a pas le droit, vu les opportunités qui se posent à gauche, à droite, de ne pas développer cet hôpital. Nous allons beaucoup aussi insister sur le climat social. Le représentant du personnel est là, il a si bien dit, on ne peut pas développer une entreprise sans mettre le focus également sur les ressources humaines. Les difficultés lycées au niveau de l'hôpital Youssou Mbargane, aujourd'hui, c'est des difficultés liées aux ressources essentiellement matérielles. Nous sommes en train de développer un système de partenariat très agressif, très intense, avec des entreprises aussi bien financières que autres de la place, pour essayer d'aller rechercher des ressources additionnelles. Parce que le rôle d'un directeur, manager, c'est aller chercher des ressources additionnelles pour développer les prestations. Ça aussi, c'est notre rôle. Et on a entamé ce travail-là et je pense que, Inch'Allah, ça ira. On va travailler sur l'accueil, on va travailler sur les conditions d'hôtellerie. Ça, c'est pour les patients. Les patients ont besoin de ça. Un malade, un accompagnant a besoin d'être très bien accueilli. Il a besoin de vivre dans un cadre d'hôtellerie très accueillant. Et ça, nous allons aussi y travailler. C'est dans les titres de ce 20h au lendemain de la lettre de Diarisso à Serine Baïkam. La maman de Diary est sortie très tôt le matin de la maison de la famille trouvée au croisement. Malicounda dit n'avoir des nouvelles qu'à travers la presse. Elle espère que la maman de la meilleure élève du Sénégal ces 2 dernières années va rentrer avec de bonnes nouvelles. Abdourahmane Diallo, Mamadou Gueye. 10h30, nous sommes chez Diarisso au quartier Croisement Malicounda. La famille nous accueille. Mais la maman de Diary n'est pas sur place. Selon sa famille, elle est partie tôt le matin. La famille trouvée sur place ajoute qu'elle a des nouvelles de Diary qu'à travers la presse. On patiente actuellement, je pense qu'on ne peut pas dire grand chose vu que la maman n'est pas là. Elle est la seule personne habilitée à donner les bonnes informations, donc elle est sortie. Là, on attend. Personnellement, je n'ai pas toutes les informations concernant cette affaire à part ce que j'ai entendu dans la presse. Mais elle espère que la maman de Diary va rentrer avec une bonne nouvelle.
Fasboy, c'est dans la commune de Darou-Khoudoss, département de Tivaouane, et nous parlons de l'ouverture de la campagne de commercialisation de la carotte. Les producteurs sont confrontés à des difficultés liées à la concurrence de la carotte importée. Ils ont pointé du doigt l'agence de régulation des marchés et ses producteurs maraîchers étaient à Fasboy pour dénoncer, et selon eux, des tonnes de carottes pourrissent dans les champs, faute de mévente. Explication dans cette correspondance signée Cherante Diop et Seyda Tira. De Fasboy à Diogo, en passant par Darondoy, Diogo-sur-Mer, Ronkuyoy, des tonnes de carottes pourrissent dans les champs, faute de mévente et de conservation. Les producteurs de carottes de la zone d'Enyai sont très remontés contre l'agence de régulation des marchés. Ils se sont retrouvés à Fasboy, sous la houlette du président de l'interprofession de la filière carotte. La filière carotte est confrontée aujourd'hui à des difficultés. Nous sommes des milliers de maraîchers dans cette zone. Il se trouve que plusieurs d'entre eux ont bradé leur production. Ici à Fasboy, vous voyez, le sac de carottes est vendu à 6 000 francs. Avant, on pouvait le vendre à 14 000, 15 000 francs. Ils ont agi ainsi parce que, contraints par la situation, nous ne pouvons plus vendre à cause des carottes importées. Et des tonnes de carottes pourrissent dans nos champs. Pour ces producteurs, les importations de carottes ont augmenté alors que la production de carottes au Sénégal a subi une hausse cette année. Rien qu'à Fasboy, la production est de 25 000 tonnes, en plus des 35 000 tonnes de l'interprofession. Et ils ont constaté que des conteneurs de carottes importés continuent toujours à être débarqués sur le marché. Nous avons peur de la situation. Il y a des conteneurs qui continuent à être débarqués sur les marchés. Donc, et chaque année, c'est le même problème. Cette situation a provoqué des pertes de récolte pouvant atteindre 40 à 60% dans les Niayes, touchant particulièrement les producteurs de carottes, mais également tous les acteurs de la filière. Vers la suppression du système Caro-Usine, le conseil d'administration de la boîte vient d'autoriser en effet la création d'une nouvelle direction d'achat de graines dans l'huilerie, et cela entre dans le cadre d'un vaste chantier de réforme entamé par le nouveau directeur général Modou Diagne Fada, qui l'a annoncé ce jeudi à Diourbel au micro de Babacar Diouf. Tous les acteurs ont commencé à tirer un peu leur épingle du jeu. Vous n'entendez plus les exportateurs, les huiliers aussi commencent à recevoir des graines, et donc nous pensons que nous allons pouvoir sauver cette présente campagne, même s'il faut le dire, pour l'année prochaine, conformément aux recommandations du chef de l'État, nous allons vers des réformes dans le cadre de la collecte des graines. Je crois que le système Caro-Usine, comme l'a dit le chef de l'État, est en train d'atteindre ses limites. Il faudra inventer un autre système qui permettra peut-être à la Sonacos d'aller acheter bord champ, mais aussi à des OPS de contractualiser, de continuer à travailler avec la Sonacos dans le cadre de la fourniture de graines. Et pour cela, nous avons reçu l'aval de notre conseil d'administration pour créer une direction achat graines. Et puis les chauffeurs et transporteurs de Diaobé qui réclament la construction d'une gare routière digne de ce nom et soutiennent que la localité qui abrite un marché international mérite cette infrastructure. Abdoulaye Diallo. Malgré sa renommée nationale et internationale à cause de son marché hebdomadaire, la commune de Diaobé-Kabendou n'a pas de gare routière, ce qui n'est pas du goût des acteurs du secteur des transports à Diaobé. L'absence d'une gare routière à Diaobé, vraiment, ça crée beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Les chauffeurs n'ont pas où se reposer, les voitures ne sont pas en sécurité. Le garage de Kédougou, c'est dans une maison. C'est vraiment inacceptable parce que tu ne peux pas venir dans une commune comme Diaobé en tant que chauffeur, tu ne peux pas avoir uriné même. Nous, chauffeurs, ñu ngi fii Diaobé sooy saw ci kër jàmbur ngay saw wala mur jàmbur ngay saw sooy bëgg a dem cabinet ci kër jàmbur ngay dem ñu lay dax di la xas di la wax lu nekk mënuñu ko parce que amuñu garage. Ils accusent leur chef de garage de les avoir privés d'une occasion d'avoir une gare routière. Le premier maire Diaobé Kabendou muy Bambo Girassi am na fi partenaire pour def fi garage moderne Aliou moo si imposé nee na garage boobu du fi am.
le mis en cause ne tarde pas à apporter sa réponse. Je sais très bien qu'on avait un espace de 4 hectares qui était là. On a implanté là-bas le marché de CEDEAO. Maintenant, aujourd'hui, on a un problème d'espace. Vu le rôle économique que joue le marché hebdomadaire de Diaobé, ces chauffeurs et transporteurs invitent les autorités centrales à prêter une oreille attentive aux doléances des acteurs du secteur des transports à Diaobé. Si le gouvernement, le ministre des Transports ne réagissent pas, on va nager un jour dans des mares de sang ici, dans la gare routière de Diaobé. Ça, je vous le jure, dans des mares de sang dans la gare routière de Diaobé-Kabendou. Le ministre des Transports n'a qu'à intervenir. Ils invitent également Alassane Ndoye de la CNTS à ne pas s'en mêler dans les affaires internes du regroupement des transporteurs de Diaobé. te Alassane Ndoye ñaan nañu état nag heure bu muy ñëw mu jël ay mbërëm andi fii suy def réunion képp ku nga xamante ne dina bañ na réunion am bañ na ku mu fi fekk mu jël ay gendarmerie ak ay mbërëm ñu ne doo dugg ci biir réunion bi ñëw sa dëkk jaay la doole lay def. Leur chef de garage qui est là depuis plus de 10 ans, disent-ils, les chauffeurs et transporteurs de Diaobé veulent un changement. L'actualité internationale à présent avec une 6e nuit d'échauffourée entre manifestants et forces de l'ordre en Tunisie. Le HCR qui fait état de 2 millions de déplacés à l'intérieur de leur propre pays dans la région du Sahel. Et puis la nomination de l'ex-général Lloyd Austin au poste de ministre de la Défense des États-Unis 2 jours après l'investiture de Joe Biden. C'est avec Daniel Diouf. Encore des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre en Tunisie pour une 6e nuit consécutive dans plusieurs villes du pays, dont la capitale Tunis et Sidi Bouzid, berceau de la révolution de Jasmin, face à une frustration de la population grandissante en pleine crise économique. Le Premier ministre, lors d'un discours télévisé, a assuré que cette colère est légitime et les protestations aussi, mais la violence inacceptable. Votre voix est entendue et le rôle du gouvernement est de transformer vos revendications en réalité, mais le droit de manifester ne doit pas se transformer en droit de piller, voler ou casser, a-t-il ajouté. Ils sont 2 millions de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays dans la région du Sahel. De 490 000 en 2019, le nombre a quadruplé en 2 ans, selon un communiqué du Haut Commissariat pour les réfugiés, le HCR. L'organisation onusienne pointe du doigt les violences djihadistes, notamment au Niger et au Burkina Faso. Depuis le début de l'année, une série d'attaques dans le nord du pays ont fait fuir plus de 11 000 Burkinabés, pour la plupart des femmes et des enfants. Ces déplacés dorment en plein air, en manque d'urgence, de soins de santé et d'installations sanitaires. Le Sahel accueille également plus de 850 000 réfugiés, principalement originaires du Mali. Le HCR appelle la communauté internationale à redoubler son soutien envers la région. L'agence demande aux États de lutter contre les causes de ces déplacements forcés et de renforcer les institutions telles que les écoles et les hôpitaux. 2 jours après la prise de fonction de Joe Biden, le nouveau président américain, le Congrès a confirmé ce vendredi à une large majorité la nomination de l'ex-général Lloyd Austin au poste de ministre de la Défense. Lloyd Austin a piloté les forces américaines au Moyen-Orient sous Barack Obama. Il devient le premier noir à diriger le Pentagone. À 67 ans, il est le 2e membre du gouvernement de Joe Biden, dont la nomination a reçu le feu vert des élus après la directrice du renseignement, Avril Haines. Et puis cette toile classique des années 50 de Pierre Soulages, un artiste peintre et graveur français, une toile qu'une maison de vente aux enchères dans la ville de Caen en France propose ce samedi. La particularité de cette œuvre, estimée entre 520 et 655 millions de francs CFA, fut la propriété du poète président sénégalais Léopold Sédar Senghor. Ce tableau, chacun y lit ce qu'il veut, un idéogramme, un homme debout, un totem. Les interprétations sont multiples et personnelles. Un tableau longtemps accroché dans le bureau de Léopold Sédar Senghor, d'abord à Paris, puis dans son manoir de Verson, en Normandie, où il s'était retiré après avoir quitté le pouvoir. Sa femme Colette en a hérité à sa mort en 2001, avant de le léguer à sa sœur à son décès en 2019. C'est en décembre 1956 que Léopold Sédar Senghor avait directement acheté cette toile à l'artiste Pierre Soulages. Elle sera donc proposée aux enchères demain, entre 620 et 655 millions de francs CFA.
Merci à vous, Daniel Diouf. Avant de nous quitter, cette triste nouvelle qui vient de nous parvenir, selon nos confrères de Immédiat, le décès du lutteur Boy Bambara, l'ancienne gloire donc de la lutte sénégalaise, décédé cet après-midi. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Prochain rendez-vous pour l'information demain à